Voici 8 choses auxquelles tu dois renoncer pour arrêter d'être pauvre. Tu regardes des vidéos sur l'argent, sur la liberté, sur l'investissement. Mais soyons honnêtes, tu n'as encore rien changé. Dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre du rêve. Tu vas découvrir les 8 renoncements à faire pour passer de la galère à une vraie stabilité financière. Et si tu es sérieux, vraiment sérieux, ta transformation commencera ici. Parce que le plus dur dans ces 8 renoncements, ce n'est pas de les comprendre. C'est d'en assumer un seul, celui qui t'oblige à te regarder en face. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir à la fin. Donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout. C'est cette envie de tout avoir, tout de suite, qui t'a déjà volé des années de ta vie. Tu veux tout, maintenant. Tu veux des résultats sans lenteur, des gains sans attente, des preuves sans effort. Tu ouvres YouTube, tu tapes « Comment devenir libre financièrement ?» Tu regardes 3 vidéos et tu veux déjà la récompense d'un marathon sans avoir couru les 10 premiers mètres. Mais voilà la vérité, c'est cette impatience-là qui te garde pauvre. Tu confonds rapidité et progrès. Tu veux accélérer alors que tu n'as même pas construit les fondations. En France, plus de 60% des personnes qui commencent à épargner abandonnent dans les 3 premiers mois parce qu'elles ne voient pas de résultats. Elles plantent une graine et déterrent à la terre chaque matin pour vérifier si la plante pousse. L'impatience, c'est le poison invisible de la pauvreté. Elle détruit tout ce qu'elle touche. Parce qu'à chaque fois que tu veux aller plus vite que le temps, tu finis par perdre ce que tu avais déjà gagné. Les gens riches, eux, ont compris une chose simple. Le temps travaille pour eux. Toi, tu travailles contre lui. Tu veux le forcer, le manipuler, le plier à ta volonté. Mais l'argent, comme les muscles, ne pousse pas plus vite parce que tu t'énerves. L'impatience te rend vulnérable. Elle te pousse vers les fausses promesses, les plans miracles, les gains rapides. Tu veux doubler ton argent, alors tu tombes dans les pièges. Tu veux aller plus vite, alors tu recules. Je me souviens d'une période où je voulais rattraper le temps perdu. J'investissais trop vite, sans comprendre, juste parce que je voulais aller plus vite que les autres. Résultat, j'ai tout perdu. Pas parce que j'étais stupide, mais parce que j'étais pressé. C'est ce jour-là que j'ai compris que la richesse ne récompense pas la vitesse, mais la patience. Le déclic est arrivé quand j'ai arrêté de courir après les rendements et que j'ai commencé à me concentrer sur les habitudes. Un petit investissement chaque mois. Une lecture quotidienne. Un apprentissage à la fois. Au début, c'était lent, inutile même. Mais au bout de 12 mois, j'ai vu la différence. Les résultats s'accumulaient et mes décisions devenaient plus sages, plus calmes, plus solides. La richesse n'aime pas la précipitation. Elle récompense la patience, la régularité, la constance. Tu veux savoir pourquoi les Français s'épuisent sans s'enrichir? Parce qu'ils veulent te récolter avant de semer. Ils veulent la maison avant les fondations. Ils veulent les fruits, sans passer par la saison du travail invisible. Alors retiens cette phrase. Ce n'est pas le temps qui te ralentit. C'est ton impatience qui t'empêche d'avancer. Mais il y a pire que l'impatience. Pire que vouloir aller trop vite. C'est croire que l'accumulation rendra ta vie meilleure. Parce que ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie, c'est que certaines personnes ruinent leur avenir, non pas en dépensant trop vite, mais en achetant leur propre prison. Une nouvelle ruée vers l'or a commencé, mais la plupart creusent encore au mauvais endroit. Julien en a entendu parler partout, dans les journaux, dans les podcasts, sur YouTube, l'intelligence artificielle, le mot magique du moment. Certains promettent des fortunes, d'autres prédisent des millions d'emplois supprimés, et lui, comme beaucoup, se sent pris entre 2 mondes, celui des curieux et celui des spectateurs. En France, près de 70% des salariés disent ne pas se sentir prêts à utiliser l'intelligence artificielle dans leur métier. Pourtant, 4 entreprises sur 10 l'intègrent déjà dans leur processus. Pendant que certains s'inquiètent, d'autres avancent. Et Julien le sent. Il est en train de rater un train. Mais ce n'est pas la technologie qui fait peur. C'est la vitesse à laquelle tout change. Le problème, c'est que la plupart regardent la ruée sans bouger, persuadés qu'elle ne les concerne pas. La vérité, c'est que cette ruée n'est pas technologique, elle est mentale. Ceux qui profitent aujourd'hui de l'intelligence artificielle ne sont pas forcément les plus intelligents. Ce sont les plus adaptables. Ils ont compris que l'intelligence artificielle n'allait pas remplacer les humains, mais qu'elle allait remplacer ceux qui refusent d'apprendre. Julien, comme beaucoup, attendait de comprendre avant d'agir. Il voulait des certitudes avant de tester. Mais l'économie actuelle ne récompense plus la prudence. Elle récompense la vitesse d'adaptation. Pendant qu'il hésitait, d'autres ont formé ChatGPT à écrire leurs mails, Midjourney à concevoir leurs visuels, ou Notion à automatiser leurs tâches. Ils ne sont pas devenus ingénieurs, ils sont devenus augmentés. Un soir,
Après une réunion interminable où il a entendu son patron dire que l'entreprise allait devoir se réinventer avec l'intelligence artificielle, Julien a compris qu'il n'avait plus le choix. Il a ouvert son ordinateur. Il a passé sa soirée à tester des outils gratuits. Il s'est formé sur YouTube en autodidacte, juste pour comprendre le langage. Les premières semaines, il s'est senti ridicule. Il avait peur de perdre du temps. Mais au fil des essais, il a commencé à voir des résultats. Ce qui lui prenait 3 heures ne lui prenait plus que 20 minutes. Et surtout, il comprenait enfin ce que les autres ignoraient encore. Comment tirer parti de la technologie au lieu de la craindre. Son patron a fini par remarquer la différence. Julien n'avait pas changé de poste, mais il avait changé de valeur. L'intelligence artificielle ne remplacera pas les travailleurs. Elle remplacera ceux qui refusent de l'utiliser. Julien l'a appris à ses dépens. L'avenir appartient à ceux qui apprennent plus vite que les autres, pas à ceux qui savent déjà. Les outils changent, mais la règle reste la même. Plus tu t'adaptes, plus tu gagnes. C'est valable pour les carrières, les entreprises et même les mentalités. Tu veux savoir qui sera le nouveau riche de demain? Ce ne sera pas celui qui code. Ce sera celui qui sait quoi faire avec ce que l'intelligence artificielle crée. Mais attention, même avec la meilleure technologie, les meilleurs outils, les meilleures idées, la majorité échoue encore. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la puissance de l'intelligence artificielle pour renforcer les mauvaises habitudes humaines. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie. Tu gagnes ce que tu vaux sur le marché, pas ce que tu crois mériter. Claire a toujours travaillé dur. Elle arrive tôt, elle repart tard. Et pourtant, depuis 10 ans, son salaire n'a presque pas bougé. Elle se dit souvent « Je donne tout, pourquoi rien ne change ?» Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que l'économie ne paie pas la sueur. Elle paie la valeur. En France, le salaire médian tourne autour de 2200 € net par mois. Et dans beaucoup de secteurs, les augmentations annuelles ne dépassent pas 2%. Autrement dit, si tu ne montes pas en compétences, l'inflation grimpe plus vite que toi. Le plus cruel, c'est que Claire n'est pas seule. Des millions de personnes travaillent dans fort, mais restent prisonnières du même plafond, parce qu'elles confondent effort et valeur marchande. La vérité, c'est que Claire ne manque pas de talent. Elle manque de valeur transférable. Son entreprise ne l'achète pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle sait faire. Et ce qu'elle sait faire, beaucoup peuvent te le faire aussi. Les gens riches le savent. Le marché ne récompense pas l'effort, il récompense la rareté. Quand tu proposes ce que tout le monde sait déjà faire, tu deviens remplaçable. Et quand tu es remplaçable, tu restes bloqué. La différence entre un salarié à 30 000 € par an et un consultant à 150 000, ce n'est pas toujours l'intelligence. C'est la valeur perçue, la capacité à résoudre un problème que peu savent résoudre. Un jour, Claire a compris. Ce n'était pas son patron le problème, c'était son niveau de jeu. Elle a arrêté de courir après des formations générales pour se concentrer sur une compétence levier, l'analyse de données dans son domaine, pas pour devenir ingénieur, mais pour comprendre les chiffres mieux que ses collègues. En 6 mois, elle a commencé à être invitée dans des réunions où elle n'avait jamais mis les pieds. On la consultait, et pour la première fois, son avis comptait plus que son temps de présence. Cette différence de perception a tout changé. Ce n'est pas son poste qui a évolué, c'est sa valeur stratégique. Tu n'es pas payé pour ton temps, tu es payé pour ton impact. Et cet impact dépend d'une seule chose, la valeur que tu apportes, pas celle que tu t'imagines avoir. Les riches ne cherchent pas à gagner plus, ils cherchent à devenir plus utiles. Et c'est cette utilité qui finit par attirer l'argent. Claire l'a compris. Chaque nouvelle compétence utile est une échelle. Chaque absence de compétence, un plafond. Mais même avec plus de compétences, plus d'impact, plus de valeur, beaucoup échouent encore. Pourquoi ? Parce qu'ils savent comment faire, mais n'osent jamais passer à l'action. Et c'est là que commence la prochaine bataille, la peur du risque. Tu crois éviter le danger, mais c'est ta prudence qui te tue à petit feu. Marc a toujours joué la sécurité. Ne pas prendre de risques, ne pas faire de vagues, ne pas sortir du cadre. C'est ce qu'on lui a appris à l'école, et ce que ses parents lui ont répété toute sa vie. Un petit salaire sûr vaut mieux qu'un grand risque incertain. Alors, il a suivi la voie classique. Un emploi stable, un crédit sur 25 ans, un peu d'épargne au cas où. Mais plus les années passent, plus quelque chose en lui grince. Il travaille, il paie, il attend. Et paradoxalement, il n'a jamais eu autant peur de l'avenir. En France, près de 60% des ménages déclarent ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue de 1 000 €. Et ce ne sont pas les imprudents, ce sont justement les prévisibles, les prudents, les raisonnables. Marc fait partie de ceux-là. Des gens qui n'ont jamais vraiment perdu,
mais qui n'ont jamais vraiment gagné non plus. La peur du risque, c'est la plus grande illusion de sécurité qui existe. Ce n'est pas une protection, c'est une prison. Marc pensait qu'en évitant le risque, il évitait les problèmes. Mais en réalité, il évitait aussi les opportunités. Parce que chaque opportunité vient déguisée en risque. Les riches ne sont pas plus courageux. Ils ont simplement compris une chose. Le risque n'est pas un ennemi. C'est un outil. Ils savent que le plus grand danger, ce n'est pas d'échouer. C'est de ne jamais oser. En refusant le risque, Marc a tout bloqué. Son potentiel, ses revenus, son apprentissage. Il a préféré le confort d'un petit possible à l'inconfort d'un grand futur. Tout a basculé le jour où son entreprise a été rachetée. Nouvelle direction. Nouvelle politique. Et pour la première fois de sa vie, Marc s'est rendu compte qu'il pouvait perdre son emploi du jour au lendemain. Pas à cause d'une faute, mais simplement parce qu'un autre avait pris un risque que lui n'avait jamais osé prendre. Alors, au lieu de chercher une sécurité qui n'existait plus, il a décidé d'apprendre à danser avec le risque. Il a commencé petit, une formation, un projet, un test. Il n'a pas tout mis en jeu, il a mis en mouvement. Et il a découvert quelque chose d'étrange. Le risque ne fait pas peur quand tu avances lentement, mais consciemment. Chaque pas calculé renforce la confiance. Chaque peur affrontée crée de la liberté. Ce n'est pas la peur qui disparaît, c'est toi qui apprends à ne plus la laisser diriger. Le vrai risque, ce n'est pas d'essayer et d'échouer. C'est de rester prudent toute ta vie et de réaliser, trop tard, que ta sécurité t'a coûté ta liberté. Marc l'a compris. Le risque n'est pas une menace, c'est une monnaie. Chaque peur traversée achète un peu plus d'indépendance. Et chaque refus de risque achète un peu plus d'esclavage. Tu veux avancer? Alors choisis ton danger. Celui de bouger, ou celui de t'éteindre lentement. Mais même en apprenant à gérer la peur, un piège encore plus profond attend ceux qui veulent changer. Celui qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parce qu'avant d'investir, avant de te lancer, avant d'agir, il faut réapprendre à penser par toi-même. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie. Le plus grand piège, ce n'est pas de se tromper. C'est de penser comme tout le monde. Sophie a toujours été une élève modèle. Bonne à l'école, appliquée au travail, respectueuse des règles. Elle fait partie de ces personnes qui ont tout fait comme il faut. Mais malgré tout ça, elle n'avance pas. Elle a suivi les conseils qu'on donne à tout le monde. Fais des études, trouve un bon emploi, épargne un peu, sois raisonnable. Et aujourd'hui, elle se rend compte que toutes celles et ceux qui ont fait pareil qu'elle galèrent aussi. En France, plus de 55% des actifs déclarent ne plus croire au mérite comme facteur de réussite. Parce qu'ils voient que ce ne sont pas les plus obéissants qui s'en sortent, mais les plus lucides. Sophie commence à le comprendre. Elle n'a jamais vraiment choisi ses décisions. Elle les a simplement obéies. Le vrai problème, ce n'est pas l'ignorance, c'est la pensée déléguée. Depuis l'école, on ne t'a pas appris à réfléchir, on t'a appris à répéter, à donner les bonnes réponses au lieu de poser les bonnes questions. Et ce conditionnement ne s'arrête pas avec le diplôme. Il continue dans la vie adulte. Les médias disent de quoi penser, les réseaux sociaux disent de quoi désirer, et les institutions disent de quoi craindre. Résultat, les gens ne vivent pas leur vie. Ils exécutent un script collectif. Sophie s'en rend compte. Son problème, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est le manque de discernement. Parce que quand tout le monde pense la même chose, plus personne ne pense vraiment. Un soir, en rentrant du travail, Sophie est tombée sur une vidéo qui disait « La plupart des gens ont des opinions qu'ils n'ont jamais vérifiées ». Cette phrase l'a giflée. Alors, elle a décidé de tester un exercice. Chaque fois qu'elle entendait une vérité, sur l'argent, la politique, le travail, l'économie, elle allait la vérifier par elle-même. Petit à petit, elle a commencé à voir le monde autrement. Ce qu'elle prenait pour des évidences n'était que des répétitions. Ce qu'elle croyait impossible n'était qu'une peur apprise. En quelques mois, son comportement a changé. Elle s'est mise à chercher des sources d'informations alternatives, à parler avec des gens différents, à écouter des points de vue opposés. Et sans s'en rendre compte, elle est devenue rare. Une personne qui réfléchit avant de suivre. C'est à ce moment-là qu'elle a pris son premier vrai risque, celui de penser seule. Les riches ne pensent pas plus. Ils pensent autrement. Ils ne croient pas aveuglément aux règles du jeu. Ils les observent, les testent, les contournent. Et pendant que la majorité cherche des conseils, eux cherchent des angles. Sophie l'a compris. Celui qui suit les idées des autres finit par vivre la vie des autres. Et celui qui apprend à raisonner finit par écrire la sienne. La pensée critique n'est pas un luxe intellectuel. C'est une arme de survie.
Mais penser différemment ne suffit pas, parce qu'un esprit libre, sans discipline, reste un esprit pauvre. Et c'est ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie, le chaos silencieux qui ruine la liberté financière de la majorité, l'indiscipline invisible de l'argent. Tu ne perds pas ton argent à cause du manque, mais à cause du désordre. Nicolas gagne correctement sa vie. Pas riche, mais pas pauvre non plus. Et pourtant, à chaque fin de mois, il se pose toujours la même question. Comment est-ce possible que je n'ai plus rien alors que j'ai tout noté? La vérité, c'est qu'il ne dépense pas n'importe comment. Il dépense sans conscience. Un café par-ci, une commande en ligne, pas cher, une application utile à 2,99 €. Et à la fin du mois, tout s'évapore. Selon une étude récente, plus de 65% des Français ne savent pas précisément combien ils dépensent chaque semaine. Ils connaissent leur salaire, mais pas leur fuite. Leur argent ne disparaît pas. Il s'échappe. Nicolas n'est pas irresponsable. Il est simplement désorganisé. Et l'indiscipline financière, aujourd'hui, est devenue la première cause d'appauvrissement silencieux. Ce n'est pas le manque d'argent qui ruine les gens, c'est l'absence de structure. L'indiscipline financière agit comme une fuite invisible dans la coque d'un bateau. Tu crois avancer, mais tu t'épuises à écoper ce qui s'échappe. Nicolas croyait que gagner plus résoudrait tout. Mais quand il a eu une augmentation, rien n'a changé. Ses dépenses ont simplement grandi à la même vitesse que ses revenus. Parce que le désordre n'a pas de plafond. Et c'est là le piège. Tu peux doubler ton salaire, mais si tu gardes les mêmes habitudes, tu resteras au même endroit. Un soir, Nicolas a décidé de faire un test simple. Il a pris une feuille blanche et a noté tout ce qu'il avait dépensé depuis le premier du mois. Pas les grandes dépenses. Les petites, celles qu'on oublie toujours. Les cafés, les repas livrés, les abonnements inutilisés. Résultat, près de 370 € envolés dans des micro-achats qu'il ne ressentait même plus. Autant dire un tiers de son épargne potentielle. Ce soir-là, il n'a pas culpabilisé. Il a compris que l'argent ne fuit pas par erreur. Il fuit par inconscience. Il a donc commencé à planifier, non pas à se priver, mais à piloter. Chaque dépense devait désormais avoir une intention, une direction, une utilité. En 3 mois, sans gagner un centime de plus, Nicolas a réussi à économiser plus de 1000 €. Pas en travaillant plus, en arrêtant de travailler contre lui-même. Tu ne peux pas construire la liberté sur le désordre. Chaque euro non maîtrisé, c'est un jour de plus que tu passes à servir ton argent au lieu qu'il te serve. Et ce n'est pas une question de revenus, c'est une question d'ordre intérieur. Les riches ne sont pas avares. Ils sont méthodiques. Ils savent que la maîtrise financière, c'est la vraie forme de liberté. Celle qui te permet de dire non, d'attendre et de choisir. Le vrai luxe, ce n'est pas de dépenser sans compter. C'est de savoir exactement pourquoi tu dépenses. Mais même avec une discipline financière solide, beaucoup échouent encore. Pas parce qu'ils manquent d'organisation, mais parce qu'ils manquent de constance. Ils commencent, progressent, puis s'arrêtent dès que la routine s'installe. Et c'est là que tout se joue, dans la patience silencieuse que presque personne ne supporte. Tu ne manques pas de talent, tu manques d'endurance. Élodie commence toujours fort. Un nouveau projet, une nouvelle méthode, une nouvelle résolution, elle y met toute son énergie. Mais au bout de quelques semaines, tout retombe. Elle se dit qu'elle n'a pas le temps ou qu'elle manque de motivation. La vérité, c'est qu'elle n'a jamais appris à tenir dans la durée. En France, plus de 75% des gens abandonnent leurs objectifs avant le 3e mois. Et ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un manque de constance. L'inconstance, c'est ce saboteur invisible qui te fait recommencer à zéro chaque année. Tu fais des efforts, mais tu recommences toujours depuis le point de départ. Tu avances, en rond. Élodie ne comprenait pas pourquoi les autres semblaient moller progresser pendant qu'elle stagnait. Elle pensait qu'ils avaient plus de chance, ou plus de talent. Mais ce qu'elle a fini par découvrir, c'est que les gagnants ne sont pas plus motivés. Ils sont simplement disciplinés plus longtemps. La constance, c'est ce qui transforme une action banale en résultat extraordinaire. Un investissement minime répété devient un capital. Un effort discret répété devient une compétence. Une habitude quotidienne devient une identité. Le problème, c'est que notre société récompense le démarrage, pas la persistance. On glorifie ceux qui se lancent, pas ceux qui tiennent. Mais dans la vraie vie, ce ne sont pas les départs qui payent. Ce sont les marathons silencieux. Un jour, Élodie s'est fixé un défi. Épargner 10 € par jour, pendant 100 jours. Pas pour devenir riche, pour prouver qu'elle pouvait tenir une promesse à elle-même,
Les premières semaines, c'était facile. Puis, sont venus les imprévus, les excuses, la lassitude. Mais cette fois, elle a tenu bon. Elle n'a pas cherché à aller plus vite, ni à battre des records. Elle a choisi la régularité plutôt que la performance. 100 jours plus tard, ce n'est pas l'argent qui l'a changé, c'est la discipline émotionnelle. Elle a compris que la vraie victoire n'est pas dans le résultat visible, mais dans la transformation intérieure que la constance produit. Et étrangement, depuis qu'elle applique ce principe, tout dans sa vie est devenu plus simple. Ses finances, ses relations, son équilibre. Parce qu'elle a arrêté de repartir à zéro. Les gens pensent que le succès est une explosion. C'est faux. Le succès est une répétition ennuyeuse. Tu n'as pas besoin d'être génial. Tu dois juste être fiable. Jour après jour. Encore et encore. La constance, c'est le talent des gens patients. C'est ce qui transforme les intentions en résultats. C'est ce qui différencie ceux qui espèrent de ceux qui construisent. Élodie l'a compris. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de commencer des choses. C'est de ne pas les lâcher quand plus personne ne regarde. Mais même la constance a ses limites. Parce que tu peux travailler dur, être discipliné, persévérant, et pourtant, rester bloqué. Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas ta méthode qu'il faut changer, c'est ton environnement. Et c'est ce que tu vas découvrir dans la dernière partie, le cercle invisible qui façonne ton plafond. Tu ne choisis pas seulement tes amis, tu choisis ton avenir. Amine a grandi avec le même groupe depuis toujours. Des amis fidèles, drôles, simples. Mais au fil des années, quelque chose a changé. Il s'est mis à rêver plus grand, pendant que, eux, se contentaient de survivre. À chaque fois qu'il parlait de ses projets, il riait « Tu te prends trop la tête. Tu crois vraiment que tu vas y arriver, toi ?» Alors, pour ne pas déranger, il a commencé à se taire. En France, près de 60% des personnes déclarent que leur entourage influence directement leurs ambitions financières et professionnelles. Et pourtant, très peu en tirent une conséquence simple. Si tu passes ton temps avec des gens résignés, tu finis par normaliser la résignation. Amine ne s'en rendait pas compte, mais son environnement ne le freinait pas. Il l'endormait. Ce ne sont pas les ennemis qui te ralentissent, ce sont les proches qui te gardent à leur niveau. L'humain s'adapte à son contexte, comme une plante s'adapte à la taille de son pot. Et ce pot, c'est ton cercle. Les riches l'ont compris, ils protègent leur environnement comme un actif. Ils choisissent leurs relations comme on choisit ses investissements. Pas selon le confort, mais selon la croissance. Amine, lui, restait entouré d'affection, mais sans élévation. Il ne voyait pas qu'en restant dans ce cadre, il signait un contrat invisible, le contrat de la stagnation. Le plus dangereux, ce n'est pas d'être entouré de mauvaises personnes, c'est d'être entouré de bonnes personnes qui ne veulent pas bouger. Un soir, après une discussion avec un ancien collègue devenu entrepreneur, Amine a ressenti un choc. Ce collègue n'était pas plus intelligent, ni plus chanceux. Il avait simplement changé d'entourage. Amine a décidé de faire la même chose. Pas brutalement, pas dans la haine, juste en mettant de la distance, en passant plus de temps avec des gens qui le tiraient vers le haut. Des gens qui parlaient d'idées, de projets, de discipline, pas seulement de problèmes. Les premiers mois ont été durs. Il se sentait coupable, presque égoïste. Mais peu à peu, il a vu la différence. Ses conversations nourrissaient enfin ses ambitions au lieu de les étouffer. Et son énergie a changé. Ce n'était pas du mépris, c'était du respect. Se respecter assez pour choisir ce qu'on laisse entrer dans sa vie. Tu deviens la moyenne des gens que tu côtoies le plus. Pas en intention, mais en résultat. Si tu passes ton temps avec 9 personnes démotivées, tu seras la 10e. Mais si tu t'entoures de 9 personnes exigeantes, tu seras aspiré vers le haut. L'environnement, c'est une force gravitationnelle. Tu ne la ressens pas, mais elle t'influence chaque jour. Amine l'a compris, il ne s'agissait pas de rejeter les autres, mais de construire un espace qui alimente sa croissance. Un cercle où la réussite n'est pas une menace, mais une inspiration. Mais attention, même après avoir tout changé. Les habitudes, les finances, l'environnement, un piège invisible guette encore ceux qui se reconstruisent, le retour à l'ancien soi. Et c'est là que tout se joue. Parce que la plus grande bataille, ce n'est pas contre le monde extérieur. C'est contre l'ancien toi, celui qui t'attend à la première faiblesse pour tout recommencer. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Jusqu'ici, tu as vu 8 vérités que personne ne t'enseigne sur la pauvreté. Tu as compris que ce n'est pas le manque d'argent qui t'enchaîne, mais le poids de tes habitudes.
Tu as pris conscience que la liberté financière commence par des renoncements, pas par des revenus. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que 50% du chemin. Parce que oui, supprimer les mauvaises habitudes t'empêche de couler. Mais si tu veux avancer, il te faut maintenant les lois de la croissance rapide. Celles qui transforment un simple salaire en moteur d'indépendance. Celles que les autres découvrent trop tard, ou jamais. Et si tu t'arrêtes ici, tu risques de reproduire le même piège que la majorité. Travailler plus, sans jamais t'enrichir. Tu continueras à confondre sécurité et stagnation, prudence et paralysie. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 10 secrets les plus brutaux pour devenir riche avant 40 ans. Pas des promesses, pas des slogans, des vérités qui dérangent, mais qui libèrent. Tu comprendras pourquoi le travail ne suffit plus, comment la rareté remplace l'effort, et surtout, ce que les riches font différemment dès qu'ils gagnent leur premier euro. Sans ce qui va suivre, tu risques de rester dans la phase la plus dangereuse, celle où tu crois avoir compris, mais où tu n'as encore rien appliqué. Alors ne t'arrête pas ici, regarde la suite maintenant, en cliquant sur cette vidéo, avant que les mêmes schémas ne te rattrapent.